Bonjour à toutes et à tous. Cette session de présentation des nouveautés d'Autodesk Inventor 2018 et version intermédiaire ainsi que Inventor 2019. Mon nom est Xavier Dumont, je suis responsable technique et développement auprès d'Urni Engineering à la Chaux-de-Fonds. Autodesk Inventor 2019 se focalise sur trois points clés au niveau des nouveautés. Développer et améliorer encore la qualité professionnelle de l'outil, augmenter toutes les interactions possibles, connexion avec le cloud, partage avec le cloud, et d'améliorer l'expérience utilisateur aussi en s'appuyant sur les retours des utilisateurs pour améliorer l'outil, je dirais, de version en version. Parlons déjà des améliorations en termes de performance. Donc, il y a eu au niveau performance énormément de travaux qui ont été effectués pour améliorer la performance sur les grands assemblages, notamment sur ce qui concerne l'édition en place de documents, donc de pouvoir double-cliquer sur une pièce et de voir je dirais, la modification du fichier, d'atteindre après la mise à jour, d'attendre qu'une mise à jour se fasse par rapport à une modification que j'ai faite dans un des sous-composants, et également dans la sélection de réseau. Et du côté des mises en plan, l'amélioration des performances se voit particulièrement sur la création des vues, la mise à jour des vues, ainsi que de la navigation dans le système. Afin de constater, je dirais, cette amélioration de performance, nous allons voir maintenant une vidéo qui a été tournée en deux parties, une fois toujours sur le même ordinateur, une fois en 2018, une fois en 2019, et pour pouvoir se rendre compte donc du changement et de l'amélioration des performances qu'il y a pu y avoir entre ces deux versions. Donc je le répète, on est vraiment sur la même machine. On n'a pas fait tourner les inventors en même temps, on les a fait tourner l'un après l'autre et remis juste mon fin montage vidéo. Donc il n'y a pas, je dirais, de trouble d'un des inventors sur l'autre. Regardons maintenant donc le résultat. Alors, si on lance déjà donc ici une première chose, c'est de venir éditer, clic droit éditer sur un composant. On voit qu'en 2019, on est déjà prêt. On a terminé l'action et on peut ressortir et revenir dans l'assemblage principal. Tout est déjà terminé. Donc en Inventor 2019, on est environ à 14 secondes pour faire cette opération d'aller-retour, alors qu'en 2018, on attend encore que le retour puisse se faire ici dans le système et qu'on atteindra donc environ les 32 secondes, donc un gain environ de 56% en termes de performance sur ce genre de modification. Un autre gain concerne les vues en coupe dans le 3D. Maintenant, c'est nettement plus réactif. Donc on est sur une même machine avec la même carte graphique. On constate réellement en 2019 la fluidité que ça peut avoir sur un assemblage quand même qui comporte 1500 pièces uniques. Et en comptant toutes les occurrences présentes, on en est à peu près à 19 000 occurrences présentes ici dedans. On voit à quel point tout ceci est fluide par rapport à la 2018. Donc là, pour faire un aller-retour, fixer et quitter ensuite cette vue en coupe, euh, voilà, on a terminé l'opération 2019, environ 39 secondes à ce niveau-là. Et en 2018, on en arrive gentiment à 1 minute 36 euh, pour, euh, pour arriver à faire exactement les mêmes opérations. Donc j'ai pas fait de mouvements supplémentaires, j'ai vraiment fait les mêmes mouvements dans la coupe que ce que j'avais fait dans la 2019. Il faut savoir qu'Autodesk a monté un département spécifique pour travailler sur les performances. Donc, version après version, ils vont se concentrer uniquement, ce département, sur améliorer les performances du système, tirer parti du multicœur, des cartes graphiques, des nouvelles technologies pour vous amener un gain en fluidité et en performance dans le système. On constate en 2018 qu'actuellement, on est toujours en train de souffrir avec cette coupe et je suis prêt ici à quitter la coupe et l'opération n'est pour l'instant pas encore complètement terminée. Et on va arriver à notre minute 36 à ce niveau. Autre opération que l'on va voir ici entre la 2018 et la 2019. L'idée est donc ici de lancer à reconstruire tout, une mise à jour complète ici de l'assemblage.
Alors les deux systèmes en eux-mêmes se mettent dans un état qui ne répondent pas, ce n'est pas un bug en soi, c'est plutôt Windows qui dans ce genre de situation coupe la mise à jour de l'affichage pour laisser un maximum de ressources au système. Donc là, on devrait gentiment arriver au bout de se reconstruire tout d'une part et d'autre. Voilà, le travail est terminé en 2019, donc environ 45 secondes. En 2018, ben, ça va nous prendre encore un petit bout de temps, jusqu'à 1 minute 11, pour arriver à faire cette action de reconstruire tout. Donc on voit en termes d'assemblage, le côté de mise à jour a fortement aussi évolué en termes de performance. Voilà, et on arrive donc ici au bout de l'opération. Concernant toujours le travail sur des gros assemblages et les méthodologies aussi pour ce genre de système, Autodesk a mis en ligne et mis à jour les différents documents d'explication vous expliquant les bonnes pratiques en termes de construction de grands ensembles, ainsi que les méthodologies de modélisation, par exemple, tout ce quand on parle de modélisation squelettique, Autodesk a mis à jour vraiment toute cette documentation en français aussi sur ces différents systèmes. Donc vous les retrouverez en lien ici sur la présentation ou en cherchant dans l'aide Autodesk. Comme je l'ai dit, une équipe va travailler toujours vraiment de manière exclusive sur les performances du produit euh, à venir. Au niveau des performances, un travail a également été amené du côté du centre de contenu. Ce centre de contenu, une fois lancé, donc le centre qui contient toute la visserie nécessaire pour la construction mécanique, lors du lancement de ce centre de contenu, on va obtenir dans la mémoire cache le stockage de ce centre de contenu, ce qui fait qu'au prochain lancement, pardon, le chargement sera nettement plus rapide dans le système. Au niveau du centre de contenu, ils ont également mis en place une recherche avancée pour rechercher sur des critères un peu plus précis, sur des descriptions, des numéros de pièces, etc., que l'on reste stocké dans le centre de contenu. Nous avons aussi le champ de recherche qui, automatiquement, dès que vous lancez le centre de contenu, il est actif par défaut, ce qui vous permet de taper directement la référence du composant standard que vous recherchez. Et l'administration de certaines pièces du centre de contenu est également plus rapide à atteindre en faisant simplement un clic droit sur un composant installé. Et ça me permet de rentrer dans l'éditeur et de pouvoir modifier éventuellement la famille de ce composant. Au niveau de iLogic, donc bref rappel de ce qu'est iLogic. iLogic est une interface de programmation qui est à disposition pour donner de la logique dans des conceptions, pour en faire des conceptions intelligentes. Par exemple, d'avoir un convoyeur comme on le voit ici, qui permettrait de dire que ce convoyeur, s'il fait 12 mètres, il a 6 pieds avec un moteur de tant de watts. S'il fait 20 mètres, il aura des pieds supplémentaires, le moteur sera plus gros, on remplace le moteur à l'intérieur, etc. Donc il y a ici tout toute une amélioration qui a été amenée pour permettre d'ajouter ou supprimer des pièces des ensembles et contraindre ces pièces automatiquement via ces règles iLogic. Auparavant, on pouvait tout simplement afficher ou masquer des composants, mais il n'était pas possible en fait de faire en sorte que ces composants ne soient pas dans l'assemblage, ce qui avait pour effet également de polluer la nomenclature qu'il pouvait y avoir derrière. Fait intéressant aussi, il faut savoir qu'environ 20% des utilisateurs, selon les statistiques Autodesk, utilisent maintenant ces systèmes iLogic, donc c'est quelque chose qui fait son chemin aussi au niveau de cette fonctionnalité. À noter aussi des possibilités de piloter la partie Nastranin CAD au travers de ce genre de règles. Nous avons aussi différentes nouveautés au niveau de la cotation 3D, le MBD, qui est apparu il y a quelques versions en arrière au niveau des produits Autodesk. Pour un rappel, ce nouveau type de cotation prend sa place maintenant dans les nouvelles normes
qui vont permettre en fait au niveau 3D de directement mettre vos cotes, vos tolérancements géométriques sur les différentes faces du 3D. Au lieu de les mettre uniquement sur la mise en plan, on le fait directement à la source où c'est que l'ingénieur va mettre les informations clés. À quoi servent après ces cotations 3D? Ces cotations 3D permettent d'en faire des mises en plan et de récupérer ces cotes, d'en faire des PDF 3D ou des DWF 3D que l'on peut transmettre après à des fabricants. Ils ont toutes les informations directement sur la pièce. Ça peut servir à certains utilitaires d'analyse de tolérance. Ça peut être transmis en format STEP. Un nouveau format STEP a fait son apparition, qui est le STEP AP242, qui inclut ce genre de cotation, et également être utilisé au niveau de ces cotations et de ces tolérances, au niveau de la FAO, pour fabriquer selon ce tolérancement. Et pour terminer, les machines de mesure tridimensionnelles qui vont aussi pouvoir s'appuyer sur ces valeurs qui sont transmises. Et c'est à noter que cette solution est native dans Inventor, alors que chez certains logiciels concurrents, ce genre d'élément fait partie d'un module supplémentaire qui doit être acquis euh, au niveau du produit. Au niveau donc des nouveautés sur cette cotation 3D, on va retrouver des nouveautés qui permettent d'ajouter des symboles de périphérie au niveau des tolerancements géométriques, de pouvoir exporter aussi dans différents formats, format 3D, l'export DWF et le partage de vues sur le cloud. Également, le conseiller de tolérance qui maintenant définit un code couleur qui vous permet d'analyser votre pièce pour vous rendre compte est-ce qu'au niveau de cette pièce, les faces sont complètement contraintes, que ce soit de manière dimensionnelle ou géométrique, ou en partie contraintes, ou seulement contraintes par une tolérancement général de la pièce. Et également des nouveautés sur les perçages qui incluent maintenant le nombre de perçages présents pointés par la note. Maintenant parlons du domaine de la connexion. Au niveau connexion, Autodesk a travaillé sur ces notions de vue partagée, qui était quelque chose qui était déjà apparu dans les versions précédentes d'Inventor, mais il a travaillé plus pour une uniformisation de cette solution, pour que cela marche la même chose dans les différents logiciels Autodesk, que ce soit Volt, que ce soit Inventor, que ce soit des produits comme Revit, d'avoir ce partage de vues. Pour rappel, les vues partagées, ça permet en fait de prendre le modèle 3D, d'en envoyer une version simplifiée sur le cloud. Ce n'est pas une version, c'est pas le fichier Inventor, c'est vraiment une représentation 3D du modèle qui est envoyé sur le cloud et qui vous fournit un lien que vous pouvez ensuite transmettre à un client, à un fournisseur ou à un sous-traitant qui va pouvoir du coup consulter ce document, voir les cotations qu'on pourrait avoir dessus, discuter avec la personne de cette conception. Et ainsi avoir le fil de discussion à disposition. Après 30 jours, le fichier automatiquement disparaît du système cloud, à moins que vous demandiez de renouveler la présence de ce fichier. Toujours en termes de collaboration à ce niveau, donc les cotations 3D dont on vient de parler partent aussi également sur le cloud et peuvent être visualisées sur le cloud. Et ça va également pouvoir gérer ça, être envoyé sur également Fusion Team, qui est donc une solution, une sorte de Dropbox améliorée pour la conception et de pouvoir se partager différents projets à ce sujet-là. Du côté des produits cloud qui sont liés à Inventor, Autodesk Drive, on a eu la disparition du produit qui s'appelait A360, qui maintenant s'appelle Autodesk Drive, donc qui est un stockage cloud et compatible avec Inventor 2019. C'est un stockage cloud qui est fourni avec Inventor et qui est idéal, je dirais, pour les indépendants et les petites équipes, parce qu'il permet de stocker des fichiers comme ça sur le cloud, de gérer les liens sur les fichiers, de les visualiser. Par contre, il ne va pas permettre de pouvoir travailler à plusieurs sur ces éléments ou de gérer de la sécurité en disant que tel et tel projet, tel sous-traitant y a accès ou non. C'est ce que permettrait plutôt de produits comme Fusion Team. Et ce produit Drive apparaît maintenant comme un lecteur sur le PC, comme si c'était un lecteur local, mais tout ce que vous y mettez dedans va apparaître sur le Drive. Au niveau Inventor et Fusion 360,
Fusion 360, donc, qui est une solution aussi de conception fournie par Autodesk, mais qui est basée sur le cloud et qui est là pour faire des conceptions plutôt pour de certaines pièces, des pièces uniques ou je dirais peut-être pour des startups pour démarrer avec un produit où on n'a pas encore besoin de faire une conception de type production ou qui nécessitera après de pouvoir réutiliser des pièces dans un assemblage ou un autre ou de travailler sur des grands ensembles. Ce qui est nouveau, ou ce qui était plutôt apparu, c'était et c'est la possibilité de lier Inventor avec Fusion 360, ce qu'on appelle la technologie AnyCAD, Inventor et Fusion 360. Donc ça reste aujourd'hui une technologie preview, ça signifie que c'est pour du test. Ce n'est pas impossible que cette technologie disparaisse si Autodesk en décide ainsi parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment aboutie. Mais que permet aujourd'hui ce genre d'interaction? Ce genre d'interaction va permettre, si on y réfléchit, à travailler, de prendre des documents, les fichiers Inventor et les envoyer dans Fusion 360 et de garder un lien vivant. Ça serait, dans ce sens-là, déjà, petite précision, que pour les pièces, pas pour les assemblages. Mais ça permettrait de faire des rendus dans Fusion 360, qui a des outils de rendu assez avancés et qui permettent très rapidement d'avoir un résultat euh, extrêmement correct avec très peu de travail, de faire de la préparation pour la fabrication additive, pour de l'impression 3D, d'utiliser les outils FAO fournis avec Fusion 360 et de faire de la simulation avec des calculs déportés sur le cloud, Fusion 360 ayant des outils de simulation qui permet de dire bon ben je lance mon calcul de simulation en utilisant des crédits cloud et donc d'utiliser ainsi la puissance du cloud pour permettre ce genre de calculation. A l'inverse, une liaison qui viendrait de Fusion vers Inventor, donc de prendre des documents Fusion vers Inventor, ça pourrait être tout simplement pour la conception industrielle, peut-être certaines pièces qui ont été faites dans Fusion, on veut les reprendre dans Inventor, de pouvoir amener le côté électromécanique sur une construction Fusion, ou de pouvoir traiter la mise en production de quelque chose qu'on aurait débuté dans Fusion, à ce niveau-là. Donc voyons maintenant, je dirais, une vidéo vous présentant ce type de lien. On est ici dans le logiciel Fusion 360, on est en train de préparer une pièce on le voit, qui est plus une pièce concept, une forme assez libre dans Fusion, ici à gauche. Et à droite, on a quelque chose d'un peu plus industriel, un peu plus abouti au niveau Inventor, et le but est d'amener ce composant et cet assemblage Fusion dans Inventor, de le contraindre, et ainsi de faire en sorte que on a le moulinet ici qui vient d'Inventor avec les poignées qui viennent de Fusion. D'amener dans Fusion tout je dirais, l'aspect design qui pourrait y avoir là autour, revenir dans Inventor, demander de mettre l'élément à jour, et on voit ici qu'on obtient la mise à jour. Donc ce lien AnyCAD permet de garantir et de maintenir un lien vivant entre ces différents documents. Donc voici pour ce qui était possible déjà de ce côté-là. Passons maintenant à l'amélioration de l'expérience utilisateur Inventor. Donc, un des premiers points qui a été complètement revu dans cette version Inventor 2019 est la fonction de perçage, où il y a eu une refonte complète du système de perçage, avec une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît à la place maintenant du navigateur sur le côté gauche de l'écran. On retrouve une nouvelle interface avec différents éléments pour construire notre perçage. Les points, je dirais vraiment d'amélioration qu'on retrouve dans tout ceci, c'est la possibilité rapide de dépose de perçage sur une pièce, on le verra tout à l'heure, de pouvoir également prédéfinir des gabarits de perçage, donc des sortes, des templates que vous pouvez rappeler si vous avez l'habitude de toujours faire les mêmes types de perçage, de pouvoir rappeler facilement ces différents types de perçage. Le chargement de la liste des filetages est maintenant instantané. Pendant des années, il fallait quand même attendre quelques secondes que le fichier des filetages soit chargé. Il garde également quelle est la dernière norme de filetage qui a été choisie, sélectionnée. Ainsi, si vous aviez l'habitude de prendre un type de filetage NIHS qui était en 5e position dans la liste, il va rester ainsi sur cette position-là. Et quand on dépose donc les perçages sur le 3D, on a possibilité de directement lui demander de faire les esquisses nécessaires sans devoir nous faire l'esquisse avant pour faire ce genre de perçage.
Du côté de la tôlerie, les améliorations qui ont été amenées sont la possibilité de faire maintenant des faces de tôle médianes par rapport à l'esquisse que l'on a dessinée. Auparavant, soit la construisait à gauche, soit on la construisait à droite, mais pas de manière centrale. Et également au niveau du grugeage, un travail a été fait pour amener maintenant des grugeages pour tout ce qui est pièces découpées par laser, ce qui permet en effet d'avoir cette forme ici vraiment tangente de bout en bout par rapport au découpage laser. Toujours dans le domaine de la tôlerie, ou pourrait être utile également dans le domaine de la menuiserie, c'est la possibilité de faire du nesting, ce qu'on appelle c'est de l'imbrication de pièces, de pouvoir prendre différentes pièces de tôle et de demander au système de regrouper ces pièces de tôle par matière et épaisseur et de les organiser de manière stratégique sur une plaque de tôle pour éviter un maximum de perte de matière. Donc c'est quelque chose qui est intégré dans Inventor, c'est un complément qui s'installe mais qui est intégré dans Inventor et qui garde un lien associatif avec la conception. Tous les clients ayant donc la collection, la Product Design and Manufacturing Collection, ont cet utilitaire à disposition. Dans le domaine également de la tuyauterie, au niveau tuyauterie flexible, une des limitations que nous avions par le passé, c'était qu'une tuyauterie flexible, si on venait à modifier comme ici le bras de cette pelle mécanique, la problématique c'était que le tuyau, la longueur du tuyau se calculait à chaque fois automatiquement. Donc si le bras était plié ou déplié, le tuyau n'avait pas la même longueur. Donc il est possible maintenant de bloquer ou d'imposer la longueur du tuyau pour qu'elle reste unique dans la construction et qu'elle ne bouge pas en fonction des pièces. Du côté du générateur de profilé, le frame generator, il y a également des améliorations en termes de rendu. Donc les pièces maintenant, quand on dispose les pièces et qu'on choisit des segments sur lesquels poser les profils, on voit la pièce maintenant de manière ombrée. Visibilité, on voit le squelette lors des modifications. On peut aller piquer les propriétés d'un autre profilé pour les charger sur un nouveau profilé et également d'avoir des propriétés plus détaillées sur les membres que l'on exporte, notamment avec les angles de découpe d'onglets des différents profilés. D'autres améliorations diverses qui étaient apparues en cours de version 2018 qui sont à noter, c'était les possibilités notamment de bloquer à l'origine un composant. Si vous aviez un assemblage où vous aviez placé une première pièce qui se bloque à l'origine et vous placez la deuxième qui est complètement libre, vous pouvez maintenant piquer cette deuxième pièce et lui demander de la bloquer à l'origine. Ça existait déjà auparavant, mais sauf qu'il créait trois contraintes sur les plans d'origine de cette pièce pour la mettre de A00. Aujourd'hui, on a la possibilité de lui demander de ne pas faire ces contraintes, tout simplement de l'envoyer à 00 et de le bloquer, comme si c'était la première pièce qui avait été placée. Il est également possible d'éditer des contraintes qui ont été désactivées. Donc si vous avez désactivé une contrainte pour une raison, X ou Y, vous avez possibilité quand même de modifier la valeur de cette contrainte. Avant, vous étiez obligé de l'activer et là d'accepter les erreurs que ça pouvait engendrer et ensuite corriger la valeur. Au niveau des contraintes d'assemblage avec la 2019, ce qui change également, c'est le verrouillage de rotation sur les logements. Donc quand vous prenez une contrainte de logement, souvent ce qu'on utilise pour les écrous, les vis à l'intérieur des perçages, on a la fâcheuse tendance à la laisser telle qu'elle, avec du coup un degré de liberté où la vis ou l'écrou a possibilité de tourner sur lui-même. À force, tous ces degrés de liberté dans un assemblage peuvent provoquer énormément de lenteur pour la mise à jour de cet assemblage. C'est pourquoi ils ont maintenant permis, lors du placement d'une contrainte de logement, de verrouiller tout simplement le degré de liberté en rotation. Donc votre vis ne tournera plus dans le trou, comme dans l'exemple ici, l'écrou ne tournera plus autour de la vis, il sera vraiment bloqué. Et également, du même acabit, on retrouve dans les contraintes axiales, si on fait une contrainte de l'écrou, de la vis dans un écrou par exemple ici, on peut définir maintenant une position, une orientation tout simplement de ces axes au niveau de la direction de l'axe. Avant, on ne pouvait pas l'imposer, donc ça dépendait des autres contraintes qu'on pouvait y mettre où la vis pouvait se retrouver tête bêche, alors qu'ici on a la possibilité donc de vraiment d'imposer et de bloquer l'orientation.
En termes de nouveautés du côté de Anycad, donc Anycad, c'est cette technologie qui permet d'importer des éléments, des documents bon, qui viennent d'autres logiciels en format STEP, en format natif, par exemple de mettre un SolidWorks dans Inventor et de maintenir à jour ce lien dans Inventor. Donc cet import, notamment de données STEP, pour maintenir le lien vivant vers ce fichier STEP, a été amélioré pour charger ces nouveaux formats de fichiers STEP 242 et de charger toute la cotation 3D qui va avec en tant qu'annotation dans Inventor. A noter aussi que ce lien Anycad supporte aujourd'hui le maillage SolidWorks, donc quand on reçoit un fichier SolidWorks avec du maillage, on l'aura aussi dans Inventor. Et de manière générale, les performances d'import et de mise à jour des différents types de documents chargés avec la technologie Anycad a été améliorée. Pour découvrir aussi toutes les nouveautés, Autodesk a introduit la mise en surbrillance des nouveautés. Donc vous pouvez activer cette mise en surbrillance dans Inventor pour voir les nouveautés selon la version qui vous intéresse et de la version depuis laquelle vous venez. Et vous aurez donc de manière visuelle les petits points orange qui vont apparaître avec l'indication nouveau qui vont vous expliquer qu'est-ce qui a changé dans ces différents éléments. Donc ce qui est un moyen idéal pour découvrir toutes les nouveautés qui ont pu apparaître dans cette nouvelle version que vous avez à disposition. Voilà. Je vais donc passer maintenant à la partie démonstration live du produit. Voilà, donc pour découvrir les nouveautés de cette version 2019, nous allons ici commencer par voir les nouveautés qui se situent au niveau de l'iLogic. On va venir s'intéresser ici à ce groupe hydraulique qu'on va venir ouvrir, partant du principe que ce groupe hydraulique, j'en suis le fabricant et je désire constituer, créer un modèle 3D qui soit intelligent et qui permette donc de gérer ce genre de choses. Donc j'aimerais pour ce groupe hydraulique ajouter de la logique là autour. La logique que je désire amener, c'est ici le choix du filtre qui peut être de différents types. Et en fonction du filtre qu'on va venir placer, j'aimerais donc qu'il me change, qu'il me mette un autre filtre à la place et qu'il vienne du coup aussi jouer sur les contraintes de positionnement de ces différents éléments, puisque le tuyau qu'il y aura ici va donc venir se positionner selon la taille du filtre, la longueur du filtre. Donc j'aimerais pouvoir piloter tout ça dans le but d'avoir ici un choix de configuration avec des types de filtres à choisir, que je puisse choisir et appliquer. Alors c'est là qu'on va utiliser certaines des nouveautés de la 2019 qui consistent à pouvoir venir ici sur un composant 3D et au niveau de ce composant 3D commencer de nommer des faces. Donc ici si je viens regarder cette face que j'ai ici, cette face, si je viens éditer son nom, elle a déjà un nom qui s'appelle filtre in, qui est le nom de la face que j'ai ici. Je vais donc vouloir faire exactement la même chose ici en face et lui dire pour la face, je vais l'appeler filter out. Le but de pouvoir nommer ces faces de cette manière-là sera ensuite de pouvoir demander au système de créer des contraintes entre des faces nommées. Puisque vu que ça devra être fait de manière automatisée, je ne vais pas pouvoir pointer les faces à contraindre les unes par rapport aux autres. Donc je vais demander de faire ces différentes actions. Je vais donc ici encore préparer ici ces deux conduites, puisqu'une des conduites devra aussi il y aura une conduite in et une conduite out pour les mettre en relation avec les faces. Donc là, je vais juste l'appeler, c'est pas obligé d'avoir les mêmes noms que l'élément 3D. Celui-ci, je vais l'appeler out pour cette face. Ok. Je vais ressortir. Je vais juste contrôler que l'autre face, elle soit également bien nommée. Cette face ici, je vais lui donner un nom. On va l'appeler in à cet endroit. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai nommé ces deux éléments, je vais pouvoir gérer les règles. Donc on a des règles derrière, des règles de logique qui sont là et qui permettent, si on décortique un tout petit peu la règle qu'on retrouve ici, qui va permettre d'ajouter ici d'ajouter une contrainte d'insertion qui met en relation la face in du tuyau, de la tuyauterie ici, avec le filter in, et la face out de l'autre conduite avec le filtre sur la face filter out. Donc on peut vraiment amener ce genre de contraintes. Les nouveautés résident aussi sur le fait de pouvoir ajouter
des composants dans l'assemblage ou de retirer des composants ici. Donc là, j'ai donc la règle qui est prête à être utilisée dans ce système-là. Donc, en ayant maintenant configuré ces faces et ces différents éléments, si je viens sur mon formulaire de choix que j'aurai en plaçant ce groupe hydraulique dans une construction, de pouvoir choisir, au final j'aimerais un groupe hydraulique plutôt avec ce type de filtre, donc il va m'insérer le filtre ici dans la construction automatiquement, et puis créer la contrainte nécessaire. Et si je choisis un autre filtre ici qui est plus long, vous verrez que la conduite elle va s'adapter, donc les contraintes vont s'appliquer aussi pour la suite de la construction. Donc ça permet vraiment ici d'amener de l'intelligence dans ces différents composants ici au niveau du système. Donc ça, c'était pour une partie des nouveautés qui concernent iLogic. Voilà, on va quitter ici cette construction et revenir maintenant à la construction principale et parler du centre de contenu. Quelles sont les nouveautés qui résident autour du centre de contenu Inventor? Donc pour ce faire, je vais revenir ici un peu à un plan plus large et je vais m'intéresser à la station qui se situe ici. Donc je vais venir ouvrir cette station et travailler sur cette dernière. Au niveau de cette station, on va avoir un plateau ici tournant, ici au centre, que je désire donc venir fixer. Donc je vais venir ouvrir cette partie-là et on retrouve donc notre plateau avec le système d'entraînement ici dessous. Donc on va chercher des composants du centre de contenu pour vous montrer les différents outils de recherche qui ont été ajoutés, notamment une recherche avancée qui permettrait de faire des recherches ici ciblées sur différents critères et paramètres qu'on peut cumuler. Pour ceux qui connaissent la recherche Volt, on est vraiment sur un type de recherche qui ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve du côté de la recherche Volt, voire d'avoir des recherches ici selon certains critères bien définis et dire je recherche une rondelle ressort ici. Donc je suis sur une version anglaise, donc je vais chercher Spring pour trouver ici les rondelles ressort à disposition, enfin du moins les composants qui contiennent le mot Spring dans la liste. Donc là, je devrais avoir les composants qui apparaissent. Là, j'ai une recherche extrêmement large. J'aurais pu cibler ma recherche beaucoup plus pour lui dire, ok, je recherche ici juste le mot Spring pour ces éléments-là. Donc là, je vais pouvoir venir prendre ma rondelle ressort d'IN128 et le placer dans le système. Après, le placement, assez habituel, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on a le système toujours ici d'autodrop qui permet de venir pointer directement, créer les contraintes, insérer l'élément sur les différents perçages existants, et ici donc lui demander de créer ici tout ce positionnement. Donc là, j'ai posé mes rondelles ressorts. Ensuite, je vais pouvoir lui demander à nouveau du centre de contenu. Là, l'autre nouveauté, c'est qu'automatiquement, le champ de recherche est actif. Donc je peux, sans même cliquer dedans, directement taper mon élément de recherche et ici, rechercher une vis à 6 pans creux que je vais vouloir venir placer donc dans le perçage, appuyer ici sur la rondelle que je vais lui demander de placer sur les différents éléments et valider ici mon placement. Donc on a vu ici au travers du centre de contenu les différentes nouveautés de recherche que l'on pouvait avoir. Maintenant, je vais fermer ce composant-là et revenir un niveau en dessus. À ce niveau-là, là, j'ai une pièce que je désire donc venir placer ici dans ma construction. Donc je vais pouvoir venir vous montrer les nouveautés des contraintes. Donc au niveau des contraintes, si j'appelle les fonctions ici de contraintes, je vais trouver déjà pour vous montrer la différence qu'on a au niveau des contraintes axiales. Si je place une contrainte d'axe entre ces deux éléments, j'ai donc maintenant le choix en trois variantes de contraintes possibles. Donc j'aurai ici soit la contrainte sans direction imposée, ce qui existait en fait jusqu'à aujourd'hui, ce qui permettait soit de la mettre dans un sens ou dans l'autre avec une contrainte de plaquage derrière ou d'affleurement, soit des contraintes avec direction forcée et orientée, qui permet vraiment de dire, voilà, la pièce je la veux dans ce sens-là, même si je demande au système ensuite de contraindre de manière inverse à ce que je lui demande, de dire ok ces deux faces, moi je les aimerais en opposition ici, si je valide, le système va me la refuser parce qu'il va être en conflit de contraintes là-dessus. Donc on a vraiment possibilité ici de bloquer ce type de contrainte. Ensuite, ce que je voulais vous montrer encore au niveau des contraintes, je vais juste revenir ici en arrière au niveau de la conception.
Voilà, donc c'était de pouvoir placer ici une contrainte de logement. Alors c'est peut-être pas forcément dans ce cas précis l'exemple parfait, mais juste quand même pour comprendre le principe. Je peux venir ici poser une contrainte de logement pour venir amener la pièce ici dans son élément. Et la nouveauté réside ici dans cette option de verrouillage de la rotation. On le voit ici par ce cadenas, la rotation est complètement verrouillée. Donc idéal quand on place une vis, un écrou, et qu'on désire que ces éléments ne tournent plus sur eux-mêmes et laissent des degrés de liberté qui vont fortement alourdir le système. Donc voilà pour, je dirais, les nouveautés qu'on retrouve au niveau de ces systèmes de contraintes. Maintenant, je vais m'intéresser à cette pièce de manière un peu plus précise et au niveau de cette pièce, travailler les notions de cotation 3D. Donc je vais passer ici sur la partie annotation qui va me permettre ici de poser les différentes cotations, poser ici une face à ce niveau-là de référence avec des tolérances de planéité ici en cet endroit, de pouvoir ensuite continuer mon travail et d'activer, je dirais, et vous montrer surtout la nouveauté qu'il y a ici, c'est l'analyse en fait de coloriser la pièce en fonction des contraintes pour voir ici bah, que la face que je viens de contraindre elle est complètement contrainte, elle a été bloquée complètement en tant que face puisque j'ai donné en plus une tolérance là-dessus. Et on voit que toutes les autres faces sont blanches donc sont non contraintes, donc il manque des informations de contraintes. Donc si je continue mon travail et que je viens appliquer ici sur cette face, là il va me proposer une contrainte de perpendicularité par rapport à la référence A que je viens de créer, que je vais aussi lui mettre ici dans les 200e. Et en effet, la couleur change, on voit que la contrainte que la face a été contrainte. Maintenant, je vais prendre ici les deux faces du fraisage, dans cet endroit-là, définir que c'est voilà, une ouverture à cet endroit, poser ma contrainte et pouvoir lui donner les différentes indications géométriques. Déjà lui dire, bon, j'aimerais ici une tolérance de déviation, on aimerait du moins, ici on va dire du moins 2 centièmes, et on va lui demander ici du plus 5 centièmes par exemple, en cet endroit-là, hop, le plus étant non nécessaire. Voilà, donc de placer ces éléments, de définir encore ici une tolérance géométrique de perpendicularité. Et donc là, j'ai aussi continué de verrouiller ces différents éléments. Donc au fur et à mesure que j'avance ici dans le tolérancement de ma pièce, on voit qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manquerait encore là-dessus. Je vais encore contraindre ici mes perçages, pouvoir placer ici mes contraintes de perçage. Donc de dire ici la nouveauté qui réside sur les diamètres de perçage. Donc on voit ici qu'on a 3 fois le diamètre qui est ici positionné. Je vais aussi pouvoir ensuite amener les différentes tolérancements pour dire bon on est sur du symétrique ici dans les 5 centièmes pour ces éléments. Et ainsi donc au fur et à mesure contraindre ma pièce. Si je désire, je peux aussi ajouter ici une contrainte de tolérancement général qui va me permettre ici de venir changer et dire bon bah de manière générale ici ma pièce doit être dans le 10e sur les différentes géométries et valider ainsi. Et ainsi, on voit toutes les autres faces qui n'ont pas encore été cotées ou contraintes, elles sont passées en bleu parce qu'elles sont juste contraintes par rapport à la tolérance générale, mais pas contraintes par rapport au reste. Donc on a vraiment ici l'évolution de ce qu'on peut voir ici dans le système de contraintes. Maintenant, au passage, une petite nouveauté Vault, on peut ouvrir ici le plan qui vient de Vault, automatiquement il va aller chercher dans le Vault quel est le plan de cette pièce pour aller l'ouvrir, ce qui n'était pas possible auparavant. Et donc là au niveau du plan, pourquoi je passe dans le plan, c'est juste pour vous montrer qu'on peut obtenir ici les différents éléments de cotation que j'ai pu lui mettre et récupérer ainsi, vue par vue, les différentes cotation que j'ai pu lui mettre. Après, il reste bien sûr un tout petit peu de cosmétique pour mettre les éléments en plan, mais l'information provient du 3D. Et c'est le 3D qui fait foi et qui donne toutes ces indications. Et c'est le but de cette cotation 3D. Donc voilà pour la mise en plan. Si maintenant, en termes de partage aussi, qu'est-ce que je voudrais faire au niveau de cette pièce, je peux tout à fait l'exporter en 3D PDF pour avoir aussi toute la cotation 3D, en DWF qui contiendra également la cotation 3D, d'autres formats CAD, par exemple du STEP ou du ProWay ou du Parasolid,
ou encore au niveau cotation 3D, l'exporter vers le cloud, vers le partage de vue, où je vais pouvoir ici aisément transmettre et scène des nouveautés, plus en termes d'interface, parce qu'avant on avait un petit icône dans le coin de l'écran, maintenant on est vraiment sur une vision ici sur le côté, où je vais pouvoir lui partager ici une nouvelle fois ma conception, dire qu'est-ce que je veux cacher ou non, ce qui a pour effet, une fois que le transfert a été fait, de me donner un lien de partage comme ici, qui me permettent de discuter avec un sous-traitant ou un client, d'envoyer au besoin le lien, et si j'y envoie le lien, lui aura possibilité de voir ce qu'on aura ici au niveau de l'écran. Donc si je vois ici ma conception, on voit ici mon assemblage avec toutes les informations euh, de, pour, pour la conception, pour comprendre ces éléments. Je pourrais ensuite décomposer l'élément, la noter, amener des commentaires dedans pour correspondre et travailler discuter avec celui qui a développé cette pièce au niveau de cette conception. Donc voilà pour les échanges, aussi un peu le côté collaboration qu'on pouvait avoir. Je vais repasser ici et masquer mes... Hop, pardon, on va juste masquer ici toutes les annotations. Voilà, et puis on va juste masquer. Pardon, ouais, petite erreur ici. Donc on va juste masquer ici toutes les annotations. Voilà, comme ça. Donc là, on a au niveau de notre pièce, au niveau tolérancement, je vais encore remettre mes couleurs d'origine. Ici, au niveau de ma pièce. Nous allons passer maintenant à la partie des perçages et la boîte de dialogue de perçage qui a donc complètement évolué. Donc on voit le nouveau système se trouve ici. Alors avec toutes les possibilités de type de perçage, de lamage qu'on pourrait avoir, est-ce que c'est à travers, est-ce que c'est borne, dans quel sens les extrémités, et j'en passe. Et donc dans ce système de perçage, il est maintenant aisé de pouvoir dire, bon ben j'aimerais venir positionner ici deux perçages sur cette face. Ce perçage, voilà, je l'aimerais de 5 mm de diamètre à ce niveau-là. J'aimerais celui-ci que par rapport à la face, il soit aussi à 5 mm, qu'il soit par rapport à l'arête du bas également à 5 mm, et j'aurais envie aussi à un certain moment de quand même basculer dans l'esquisse. Automatiquement, en fait, le système lui a créé une esquisse derrière que je peux venir retravailler comme j'ai l'habitude de travailler dans l'esquisse, pour peut-être venir mettre un anthrax entre ces deux éléments, ou peut-être venir lui dire bon bah j'aimerais poser une côte qui soit identique à celle-là, et venir poser ici une contrainte pour pouvoir le mettre sur la même horizontale et revenir au niveau de mon perçage. Donc on peut vraiment basculer dans entre ces deux interfaces sans que j'ai eu besoin de créer au préalable l'esquisse sur la face. Donc c'est quelque chose, voilà, ça permet d'être beaucoup plus rapide sur ce qu'on veut faire. Ensuite, au niveau des perçages, ben, on va pouvoir venir choisir les types de perçages, au besoin se dire, bon, j'aimerais quelque chose, j'aimerais plutôt quelque chose qui soit taraudé. On voit que j'ai un chargement instantané ici du fichier de filetage qui apparaît ici, qui va me permettre de choisir après les différentes tailles de filetage que je voudrais avoir, ici dans le système, pour peut-être prendre ici un métrique 10 sur ces éléments. Ou à un certain moment, se dire, ah non, ben, je préfère revenir prendre un gabarit standard que j'aurais enregistré au préalable, ou que je peux enregistrer moi, si c'est un type de perçage que je reprends assez souvent. Donc là, je vais reprendre un gabarit de base, qui était des perçages de 5 mm. Et je vais pouvoir ainsi l'appliquer sur ma conception. Si je continue ici au niveau du perçage ici dessous, je vais donc aussi pouvoir lui dire, je veux un perçage ici, sur cette face, qui soit concentrique, et qui prenne un type de perçage que j'utilise assez souvent, un dégagement arrière, ici, pour ce genre de pièce. Donc il suffit de le pointer, et je peux tout simplement voilà, le mettre, et j'ai terminé. Donc vraiment un gain de temps énorme avec tous ces pré-réglages au niveau des perçages dans les pièces. Je vais donc maintenant passer à un autre domaine, quel domaine des assemblages de mécanos soudés. Donc là je vais passer sur le frame generator ici. J'ai cette conception, je désire venir placer donc un nouveau profilé. Donc je peux voir, placer un profilé. J'aimerais bien, si possible, faire le même profilé que celui qui se trouve là-bas. Et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant et qu'on peut maintenant, c'est utiliser la petite pipette
pour chercher tous les paramètres de profilé. Il va prendre les sortes, les matières, ainsi que les décalages et alignements que je pourrais avoir. Et il me restera du coup plus qu'à pointer ici l'arête de ce profilé pour pouvoir le créer et le positionner. Lui donner un nom, l'enregistrer, et voilà, le profilé est fait au niveau du positionnement. Ce qui change aussi, vous l'avez peut-être vu rapidement tout à l'heure, c'est qu'on a une vue maintenant qui n'est pas uniquement filaire, on a vraiment une vue ombrée aussi au niveau de ses profilés. C'est la même chose aussi pour les traitements d'extrémité. Si je lui demande, je vais juste masquer, pardon, au préalable mon squelette pour qu'il ne m'embête pas, voilà. On va ici sur un traitement d'extrémité lui demander de venir couper ici ce profilé. J'ai donc directement un aperçu du résultat final avant que je clique OK pour valider ici mon traitement d'extrémité. Je vais tourner ici mon profil et dire OK, ceci, j'aimerais venir le couper. OK. Il faut juste encore sélectionner les bonnes pièces et ça ira mieux. Voilà, cette pièce ici, je vais sélectionner la pièce du fond qui n'intersecte pas cette surface. Et donc là, de pouvoir couper ici mes profilés. Donc j'ai pu faire mes découpes de profilés sur les deux éléments. À noter, si je viens regarder les propriétés maintenant de ce genre de composants, automatiquement, au niveau des i-propriétés, il me publie dans les i-propriétés personnalisées tout un tas de nouvelles propriétés. Notamment les coupes d'onglets, de savoir que j'ai une découpe à 17,81 degrés au bout, et j'ai également les longueurs de profilés que j'aurai ici au niveau des tailles de profilés. Je vais donc passer maintenant aux nouveautés concernant la tuyauterie flexible. Donc je vais m'intéresser ici à ce système ici de presse. Donc je vais venir ouvrir ce système de presse. Donc il y a des tuyauteries flexibles qui sont placées avec actuellement dans la situation telle que ça serait dans les anciennes versions, dans Inventor 2018. Je vais mettre cet assemblage dans un mode flexible, donc flexible dans le sens que la coulisse puisse être flexible et donc se déplacer là-dedans. Et si on reste attentif au tuyau qui part ici du boîtier, ce tuyau flexible, qui est ce tuyau pneumatique, le problème c'est si je passe ici sur la vision flexible, et que j'ai ma coulisse qui se trouve être ici tout en bas, on constate que le tuyau, comme par magie, a pris une longueur extrême. En fait, le tuyau s'adapte en permanence en fonction de la position de la coulisse, ce qui n'est pas du tout ce qui est désiré dans la vie réelle. Donc ce qui est nouveau ici maintenant en termes de cette version 2019, c'est que je peux rentrer ici dans ma construction de tuyauterie flexible, venir sur mon flexible, et au niveau de ce flexible, je vais pouvoir définir des options de longueur pour lui donner la bonne longueur nécessaire. Donc si je regarde ici ce flexible, je vais pouvoir ici l'éditer et au niveau de ses paramètres, pardon, c'est ici au niveau du flexible, je vais pouvoir revenir ici au niveau de ce flexible extra. Et au niveau de ce paramètre, de pouvoir définir une longueur à ce flexible. Donc soit travailler ici, et puis moi jouer plutôt sur une tension un tout petit peu de la longueur comme ça, puis de le donner à peu près à une longueur et verrouiller cette longueur-là au niveau du système, ou encore simplement pouvoir lui donner une cotation et dire bon ben ce flexible, je désire qu'il fasse 45 inches de long ici sur cette partie-là. Et ainsi la longueur du flexible sera vraiment verrouillée. Donc peu importe la position de la coulisse maintenant sur cette construction, le flexible lui sera toujours à cette longueur de 45, voire il pourrait me créer une erreur sur cette position. Donc si j'en arrive ici sur mon assemblage général, je me remets en mode flexible pour permettre la coulisse. On voit que je suis en erreur parce que la coulisse est beaucoup trop bas. Si par contre la coulisse est dans une position qui est cohérente, cette fois-ci la longueur du tuyau va rester tout le temps à une longueur de 45 et éviter de prendre des longueurs complètement abstraites en fonction du déplacement que j'aurais pu lui donner. Donc c'est vraiment une nouveauté aussi qui était attendue depuis pas mal de temps pour ce genre de construction. Et on va donc retrouver aussi dans les propriétés les différentes informations pour ces longueurs de flexibles.
Je vais aborder maintenant une nouveauté du côté de la tôlerie avec ce qu'on appelle donc le nesting et l'imbrication des pièces de tôlerie, ici au niveau du système. J'ai ici une construction qui est composée de plusieurs composants en tôle et je désire en faire une analyse pour obtenir, je dirais, un plan de découpage qui soit le plus optimum possible pour économiser un maximum de matière sur ma découpeuse laser. Donc, par rapport à tout ceci, je vais pouvoir, sur un assemblage, démarrer la création de mon nesting, comme ceci, choisir un gabarit de base qui définit les types de tôle, les plaques de tôle que je peux avoir, lesquelles épaisseurs j'ai à disposition. Le système va extraire de cet assemblage tous les composants de tôle que je vais pouvoir avoir. Il va me lister ici tous les composants qui posent problème, ou plutôt non, pardon, les composants, non pas ceux qui posent problème, mais plutôt m'informer de quel type de tôle il a trouvé dans le système. Donc je vais pouvoir ici démarrer l'extraction de ces éléments de tôle. Il va donc me sortir cette fois-ci toutes les géométries de ces éléments de tôle qui sont à découper. Donc c'est un petit travail qui prend quand même quelques temps ici pour identifier tous les éléments, combien il y en a, puisque bien sûr s'il y a 10 fois la même pièce dans l'assemblage, il faudra la prévoir 10 fois sur les pièces à découper, ici au niveau du système. Donc à noter que cet outil Nesting Utilities est quelque chose qui n'est pas installé par défaut avec Inventor, c'est quelque chose que vous devez installer en plus parce qu'il fait partie de la collection Product Design et Manufacturing. Donc ça, vous pouvez l'installer en plus. Nos services sont à disposition si vous ne trouvez pas où se situent les sources d'installation ou demandez à nos techniciens lors de l'installation de vous le mettre si c'est un utilitaire qui vous est utile. Et maintenant qu'il a terminé ce travail, il me liste ici les différents composants. Et je vais pouvoir maintenant lui demander de créer mon étude d'imbrication. Donc je vais lui lancer l'étude ici, tout simplement comme ceci. Et il va donc calculer pour les différents éléments de tôle les différentes imbrications. Les erreurs que je viens de voir, ce sont juste les pièces de tôle qui sont trop grandes par rapport aux tôles que j'ai prévues ici dans mon système, où il m'indiquait voilà, qu'il ne pouvait pas le faire. Mais pour tous les autres types de tôles, il m'a donc créé mes différentes imbrications pour gagner et optimiser au maximum ce genre de choses. Donc tout ceci reste parfaitement lié au 3D. Si on vient changer le 3D, on peut revenir ici, relancer l'analyse pour qu'il fasse ma calculation. Ensuite, tous ces éléments qu'on retrouve ici, on a possibilité derrière de sortir différentes informations, des rapports et autres, d'en sortir un DXF, de sortir un fichier DXF pour l'exporter vers votre système de découpage, de calculation pour le découpage laser, ou d'utiliser, ici, demander de créer un modèle 3D. Je vais lui demander ici de créer simplement une pièce multicore qui reprend tous ces éléments, sur lequel ensuite je vais pouvoir utiliser l'environnement HSM qui est fourni avec Inventor et qui va me permettre, dans cet environnement HSM, de démarrer ici euh, un programme de découpage, de définir ici déjà mon brut avec où situera mon origine au niveau de mon brut et de lui dire ok, j'aimerais ici faire du découpage laser sur ces différentes faces qu'on retrouve ici, de lui définir les différents paramètres. C'est pas du découpage par haut, c'est du découpage ici laser. Le diamètre du laser, il va faire du 1 mm, il va faire une traînée de 1 mm ici. Et je vais donc pouvoir lui demander ici de calculer directement mon coupage laser, de pouvoir lancer ma simulation. J'aimerais afficher ici l'élément, et donc d'avoir ici le découpage qui va se faire de mes différentes pièces avec les différents éléments, de pouvoir choisir ici les différentes étapes. On voit donc là c'est tous les circuits qui va me faire pour arriver, je dirais de manière complète, jusqu'au bout de mon analyse. Je vais pouvoir ensuite lancer le post-processeur, créer derrière tout le code CN que je pourrais envoyer à ma découpeuse laser pour la suite des opérations ici pour créer mes éléments de tôlerie. Donc c'est les différentes opérations qu'on peut retrouver. Donc voici la fin de cette démonstration. En résumé,
vraiment les points clés, hein, performance, les liaisons avec le cloud, l'amélioration des fonctions existantes, vraiment le côté des perçages et des contraintes, c'est des choses que vous utilisez tous les jours. Ça profite vraiment à tous et je pense que cette version 2019 a vraiment son lot de nouveautés et rien que pour les performances, pour les grands ensembles, ça vaut vraiment le coup de passer à ce niveau-là. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous restons bien sûr à votre disposition si vous avez des questions, si vous désirez passer la version 2019 ou préparer ou planifier cette migration. Vous nous retrouverez, je dirais, sur nos différents réseaux sociaux, notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie encore beaucoup pour votre attention et vous souhaite donc une excellente journée. Au revoir.